Sur un ring, la boxe anglaise est reine, mais dans une cage, c'est une autre histoire. Ici, il n'y a pas de corde pour s'adosser, pas de coin neutre pour souffler, l'espace est circulaire, les menaces viennent de partout, des coups de pied qui brisent les jambes, des genoux qui déchirent les côtes, et à tout moment, quelqu'un peut plonger dans vos hanches pour vous arracher du sol. Pourtant, malgré cet environnement hostile, la boxe anglaise a trouvé sa place. Elle a muté, elle s'est hybridée jusqu'à devenir une arme spécialement conçue pour le MMA. Mais ce processus n'a pas été linéaire. L'histoire de la boxe en MMA, c'est une suite de leçons de Brustol. Des styles qui se sont effondrés dès le premier contact, et d'autres qui ont forcé tout le monde à s'adapter. Des échecs cuisants, mais aussi des révolutions techniques qui ont changé la manière de frapper dans la cage. Aujourd'hui, on va retracer cette évolution, époque par époque, combattant par combattant. On va parler des forces, des failles et de ce que la boxe anglaise apporte vraiment quand elle entre dans l'octogone. Bienvenue sur Art et Violence. Ici, on dissèque le combat, et aujourd'hui, on va voir comment un art pensé pour 12 rounds sur un ring a appris à survivre dans un monde où tout est permis. Au tout début des années 90, l'UFC n'est pas le spectacle calibré qu'on connaît aujourd'hui. Pas de catégorie de poids, presque pas de règles, et surtout, aucune barrière entre les styles. C'était l'occasion rêvée, pensaient certains boxeurs, de prouver que leur main suffisait à battre n'importe qui. Art Jimmerson restera l'icône involontaire de cette époque. Champion de boxe professionnel, il entre dans l'octogone à l'UFC 1 avec un seul gant de boxe. Convaincu qu'il allait protéger sa main forte, en face, Royce Gracie représentant le jiu-jitsu brésilien. Le combat dure à peine 2 minutes. Jimmerson n'en voit presque aucun coup. Il recule, piégé par la menace de l'emmener au sol, avant de se faire immobiliser et abandonner. Une démonstration brutale que la boxe pure sans défense de lutte ni adaptation tactique est une proie facile. Mais le message ne passe pas immédiatement. James Toney, en 2010, plus de 15 ans plus tard, répète l'erreur face à Randy Couture. Même profil, immense carrière sur le ring, zéro adaptation pour la cage. Résultat, takedown immédiat, soumission éclair. Ces échecs ont gravé dans l'histoire un constat simple. La boxe anglaise dans sa version pure est vulnérable en MMA. Pourquoi ? Techniquement, la garde haute est serrée de la boxe et laisse les jambes exposées au low kick. Les esquives basses s'ouvrent aux genoux, les appuis lourds sur la jambe avant, parfaits pour planter un direct, deviennent un point faible face au shoot d'un lutteur. Et surtout, la distance de boxe est trop courte pour un environnement où les coups de pied et la lutte existent. Ces premières années sont donc une leçon d'humilité. Frapper fort ne suffit pas si on ne sait pas empêcher l'autre de vous emmener au sol. La boxe dans sa forme pure n'est pas morte, mais elle doit évoluer. Et c'est justement à la fin de cette décennie qu'apparaissent les premiers véritables hybrides. Des combattants qui ne renient pas leur boxe, mais qui la modifient pour survivre et gagner dans la cage. À la fin des années 90, les combattants comprennent enfin la leçon. Rester un boxeur pur en MMA, c'est s'exposer au désastre. Les pionniers de la boxe en cage ne sont donc plus des transfuges du noble art venus pour prouver un point, mais des athlètes déjà formés à plusieurs disciplines qui adaptent leurs mains à la réalité du MMA. Vitor Belfort est l'incarnation de cette transition. À 19 ans, lors de l'UFC 12 en 1997, il sidère le public avec une arme que personne n'attendait. Des combinaisons de points en rafale à une vitesse inédite pour l'époque. Ses directs et crochets fusent comme un ring. Mais il garde un œil sur la distance et sait défendre les tentatives de takedown grâce à son jiu-jitsu brésilien. Sa boxe n'est pas encore pensée pour le MMA, mais il prouve qu'avec un minimum de défense anti-lutte, les mains peuvent dicter le combat. Puis arrive Chuck Liddell, le Iceman. Moins explosif en volume que Belfort, mais maître dans l'art de combiner un striking à base de points et une lutte défensive d'élite. Liddell n'a pas besoin d'amener au sol. Il utilise son sprawl pour rester debout, puis ses crochets larges et ses overhands pour punir les entrées adverses. Sa boxe est déjà adaptée. Stance plus ouverte, poids réparti pour réagir vite aux tentatives de shoot, angle créé par des pas latéraux plutôt que par des pivots serrés comme en anglaise pure. Pourquoi c'est un tournant ? Pour la première fois, on voit que la boxe n'a pas besoin d'être sacrifiée pour survivre en MMA. Si elle est soutenue par une lutte défensive solide, elle peut redevenir une arme dominante. Les frappes en combinaison fonctionnent, à condition de choisir les bons moments et de respecter les menaces extérieures. Belfort et Liddell ouvrent la voie. La boxe en MMA ne sera pas un copier-coller du ring, mais une version ajustée, prête à contrer la lutte et à frapper dans les espaces ouverts. Et c'est dans les années 2000 que cette idée va se raffiner encore, portée par des combattants qui font de la précision et du contrôle du rythme leur marque de fabrique. Après les années explosives de Belfort et Liddell, un nouveau profil émerge au début des années 2000. Les techniciens patients, capables d'utiliser la boxe non pas pour foncer, mais pour contrôler. Leur force, un sens aigu de la distance et une capacité à briser le rythme adverse. BJ Penn est l'exemple parfait. Champion du monde de jiu-jitsu, il n'a aucune raison de craindre le sol, ce qui lui permet de boxer avec une liberté rare. Sa garde est compacte, ses déplacements économes, et surtout son jab devient une arme centrale. En MMA, peu de combattants de l'époque utilisaient le jab comme outil principal, encore moins pour préparer des combinaisons. Penn le combine avec des contres précis, toujours prêt à punir une entrée maladroite. Face à Sun Cherk, il démontre que la boxe peut battre un lutteur d'élite si on sait contrôler la distance et casser les tentatives de pression. Nick Diaz, lui, prend une autre voie. Le volume, avec son cardio surnaturel, il bombarde d'enchaînements interminables. Mélange direct et crochet, sans jamais laisser son adversaire respirer. Sa boxe est moins explosive que celle de Belfort, moins chirurgicale que celle de Penn, mais elle brise mentalement. Diaz ne cherche pas à esquiver à la manière d'un boxeur pur, il absorbe, avance et noie son adversaire sous la pression.
Penn et Diaz prouvent que la boxe en MMA peut être un système, pas seulement un outil ponctuel. On passe du chaos éclair au contrôle méthodique. Le jab, le volume, la constance deviennent des armes aussi dangereuses que la puissance brute. C'est aussi le début d'une réflexion. Comment utiliser les mains pour dominer le temps et l'espace dans un sport où tout peut arriver? La réponse va se préciser encore plus dans les années 2010, quand certains combattants vont amener la notion de footwork et d'angle à un niveau jamais vu. Dans les années 2010, la boxe en MMA connaît une véritable révolution visuelle. Elle n'est plus seulement une question de garde et de combinaison, mais une affaire de mouvement permanent. Ce changement est porté par deux figures majeures, Dominick Cruz et Frankie Edgar. Dominick Cruz est un ovni. Il ne boxe pas comme un puriste. Ses bras souvent bas, ses angles improbables. Mais il amène une chose que la boxe anglaise traditionnelle n'avait jamais envisagée pour le MMA. Le footwork comme défensive et offensive simultanée. Sa stratégie repose sur des pas en biais, des changements de direction constants et un timing où il frappe souvent en sortie d'angle, rendant le contre quasiment impossible. Techniquement, il réduit l'exposition au takedown, en restant rarement planté sur des appuis plus d'une fraction de seconde. Et offensivement, il surprend l'attaquant depuis des positions inhabituelles. Sa boxe est moins académique, mais parfaitement adaptée à un environnement où la menace de la lutte change tout. Frankie Edgar, de son côté, apporte une version plus classique, mais tout aussi mobile. Ancien lutteur NCAA, il utilise sa boxe en complément direct de sa lutte. Son jab est léger, mais constant. Ses entrées-sorties sont fluides, et surtout, il mélange ses niveaux, pour forcer l'adversaire à hésiter entre défendre un coup de poing ou un takedown. Contre Gray Ménard, il démontre sa résilience et sa capacité à adapter son rythme, alternant beats de poing et phases de mouvement pour ne jamais rester une cible statique. Pourquoi c'est un tournant? Avant Cruz et Edgar, beaucoup de combattants restaient dans une boxe statique, calquée sur le ring, avec des déplacements courts et prévisibles. Eux amènent l'idée que la boxe en MMA doit respirer avec l'espace. Fin de déplacement, angle inattendu et alternance de rythme pour briser les lectures adverses. Ils montrent aussi que le footwork n'est pas juste esthétique. C'est une défense intégrée contre les frappes et la lutte et un générateur d'opportunités offensives. Cette décennie consacre donc une nouvelle philosophie. On ne se contente plus d'adapter la boxe anglaise au MMA, on la reconstruit autour de la mobilité, de la variation et de l'imprévisibilité. Mais une autre révolution se prépare, plus structurée, plus académique dans son adaptation, portée par des entraîneurs qui pensent la boxe spécifiquement pour la cage, comme Trevor Whitman dans les années 2020. Dans les années 2020, la boxe en MMA entre dans une phase d'ingénierie appliquée. On essaye plus seulement d'adapter des outils de boxe traditionnels, on conçoit la boxe pour qu'elle soit optimisée dans une cage. L'architecte de cette approche, c'est Trevor Whitman. Whitman, entraîneur basé au Colorado, ne parle pas seulement de crochet et d'uppercut. Il parle d'espace, d'angle contre la grille et de positionnement par rapport aux menaces de lutte. Sa philosophie repose sur 3 piliers. En premier, la distance cage. Sur un ring, tu as les cordes. Dans une cage, tu as une grille où l'adversaire peut s'appuyer, s'échapper ou te coincer. Whitman entraîne ses combattants à gérer cette zone critique, soit pour piéger, soit pour s'en extraire en frappant. 2. Les angles courts. Plutôt que de grands pivots à la boxe, risqués face au takedown, il privilégie des micro-déplacements. Ces pas courts permettent de changer l'angle d'attaque tout en restant prêt à défendre une entrée dans les jambes. 3. Les coups en transition. Ses élèves apprennent à frapper pendant qu'ils se déplacent ou qu'ils défendent une tentative de lutte. Pas d'arrêt, pas de pause, chaque phase devient une opportunité offensive. Justin Gaethje, autrefois un brawler, devient sous Whitman un contreur précis, utilisant son jab et son crochet du gauche pour préparer ses low kicks. Kamaru Usman, lutteur d'élite, développe un jab si efficace qu'il domine debout contre Colby Covington et Jorge Masvidal. Pourquoi c'est un tournant? Whitman ne forme pas des boxeurs, il forme des boxeurs de cage. Chaque ajustement est pensé pour l'environnement spécifique du MMA. Stance plus haute pour réagir vite au takedown, poids légèrement plus mobile sur la jambe arrière, utilisation du jab comme sonar pour contrôler la distance. C'est la première fois qu'un entraîneur conceptualise la boxe, non pas comme une adaptation, mais comme une discipline native du MMA. Cette philosophie moderne va être incarnée à la perfection par un combattant comme Ilia Topuria, qui pousse l'intégration de la technique pure de boxe dans un système MMA à un niveau encore plus complet. Ilia Topuria est aujourd'hui l'un des exemples les plus aboutis de ce que peut être la boxe en MMA en 2025. Contrairement aux pionniers qui cherchaient simplement à ajouter leur poids à un arsenal existant, Topuria structure tout son système autour de la boxe, tout en l'intégrant parfaitement aux autres dimensions du combat. L'un des choix les plus marquants est l'utilisation de la Philly-Shell. Cette garde iconique, popularisée en boxe par Floyd Mayweather. Bras avant bas, épaules légèrement relevées pour bloquer, et bras arrière prêts à contrer. En MMA, cette garde est risquée. Elle ouvre au low kick et aux amener au sol. Mais Topuria la rend viable en adaptant sa stance. Légèrement plus haute, plus mobile, et en combinant un contrôle permanent de la distance. Sa lecture de l'adversaire est telle qu'il anticipe les entrées, utilise des checks sur les kicks et des sprawls rapides pour dissuader la lutte. Topuria n'est pas un danseur à la Dominick Cruz, mais chaque déplacement a une intention. Il utilise des pas courts pour rester dans une position de frappe optimale, et des angles latéraux après ses attaques pour éviter les contres. Son footwork est compact, pensé pour rester en position de frapper ou défendre instantanément plutôt que pour fuir. Il combine parfaitement les micro-pivots après un direct ou un crochet pour sortir de l'axe tout en restant dangereux. Contrairement au boxeur volume comme Nick Diaz, Topuria ne se contente pas d'avancer. Sa pression est dosée. Il avance pour forcer l'adversaire à reculer et se rapprocher de la grille.
mais sans se jeter. Cela lui permet de choisir le moment de ses échanges et de créer des ouvertures sur ses comptes. Topuria prouve que la boxe en MMA peut exister non pas comme une adaptation défensive, mais comme un moteur offensif principal, à condition qu'elle soit protégée par un système complet, défense de lutte solide, gestion des kicks et footwork fonctionnel. Il incarne la maturité de la boxe en MMA, un style qui ne copie pas la boxe anglaise, mais qui en reprend l'essence pour la remodeler autour des contraintes de la cage. La question est maintenant, si Topuria est le présent, à quoi ressemblera l'avenir de la boxe en MMA? Si on regarde l'évolution depuis 30 ans, une chose saute aux yeux. Chaque génération n'a pas seulement ajouté des techniques, elle a répondu à un problème précis du MMA de son époque. Et aujourd'hui, plusieurs signaux laissent entrevoir comment la boxe pourrait évoluer dans les prochaines décennies. En premier, l'ère de la boxe intégrée. On entre dans une phase où la boxe n'existe plus isolément dans la préparation des combattants. Les boxeurs MMA d'élite n'apprennent pas les points d'un côté et la lutte de l'autre. Ils travaillent les enchaînements en scénario mix. Jab suivi d'un sprawl, crochet en sortie de clinch ou combinaison finissant par un contrôle de cage. Cette approche fusion va encore se renforcer, avec des coachs qui créeront des programmes spécifiques où chaque coup de poing a un plan de suivi dans les autres domaines. Deuxième point, l'adaptation défensive. La grande faiblesse historique de la boxe en MMA a toujours été la défense face au kick et à la lutte. Les styles du futur intégreront encore plus de gardes hybrides. Bras plus haut face au kicker, changement d'angle instantané après chaque frappe pour limiter le temps d'exposition. On peut s'attendre à voir des boxeurs utiliser des variantes fonctionnelles de la Philly Shell de Topuria, mais avec des switches rapides vers une garde plus classique contre les adversaires dangereux en low kick. Troisième point, la boxe et data. Avec l'explosion des outils de tracking d'analyse vidéo, les combattants et coachs pourront mesurer précisément les réactions adverses à chaque frappe. Cela permettra de préparer des schémas de boxe sur mesure en fonction des habitudes détectées, rendant les échanges encore plus calculés. Quatrième point, la spécialisation par catégorie. Le futur de la boxe en MMA sera aussi lié au poids. Chez les lourds, on verra probablement plus de boxe statique et puissante, où chaque échange peut finir le combat. Chez les légers et plumes, l'avenir est au rythme brisé. Feinte, volume irrégulier, changement de vitesse soudain pour perturber les lectures adverses. Dernier point, l'influence croissante de l'anglaise de haut niveau. De plus en plus de combattants MMA s'entraînent avec des boxeurs pros, et certains commencent même à avoir un vrai bagage amateur avant d'arriver en MMA. Cela amènera des techniques plus fines, notamment en gestion de distance et en combinaison au corps. Un domaine encore sous-exploité dans la cage. Dans 10 ans, on ne parlera probablement plus de boxe en MMA, comme d'un style à part, mais comme d'un langage universel intégré. Les combattants de demain ne copieront ni Mayweather ni Topuria. Ils auront une boxe façonnée pour la cage, dès leur premier jour d'entraînement, optimisée pour se mêler naturellement à la lutte et au kick. Et comme toujours dans ce sport, ce sera celui qui saura imposer son rythme et dicter la distance, qui transformera à nouveau l'histoire. En conclusion, la boxe en MMA n'a jamais été un simple ajout à un arsenal. Depuis les premiers pionniers maladroits jusqu'au maître du mélange moderne, elle s'est taillée une place coup après coup. Elle a d'abord été un pari risqué, souvent puni par les lutteurs, puis une arme de contre-attaque, maniée par ceux qui savaient rester debout. Elle s'est muée en langage de mouvement, avec les footwork déroutants des stylistes, avant de devenir une science appliquée avec des architectes comme Trevor Whitman. Aujourd'hui, avec Ilia Topuria, elle atteint une maturité rare, celle d'un style qui n'imite plus la boxe anglaise, mais qui en capture l'essence pour l'adapter aux lois impitoyables de la cage. Un style qui frappe avec l'efficacité chirurgicale d'un boxeur pur, tout en restant prêt à défendre une double leg ou un contre en low kick. Le futur ne sera pas une révolution brutale, mais une intégration totale. La boxe en MMA ne sera plus une spécialité, mais un organe vital, au même titre que la lutte ou le kick. On ne se demandera plus si un combattant a une bonne boxe, ce sera une évidence invisible, fondue dans le reste de son jeu. Et comme toujours, l'histoire retiendra moins ceux qui ont accumulé des chiffres que ceux qui ont changé la façon de combattre. Parce qu'ici, la victoire ne se compte pas seulement en ceinture, mais en héritage. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et commenter, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.